Dans un quartier populaire de Fort-de-France, au cœur des années 60, tout près d'un petit port animé, vivaient de nombreuses familles. L'eau courante était alors un luxe réservé aux plus aisés. La plupart des habitants devaient s'approvisionner à l'une des fontaines disséminées à chaque coin de rue. C'était aux enfants qu'incombait cette tâche essentielle. Avant de partir à l'école, ils se rendaient dès l'aube à la fontaine, seaux et bassines en main, pour rapporter l'eau nécessaire au ménage, à la vaisselle, à la lessive des mères, et surtout pour que chacun puisse se laver avant de rejoindre la classe. Dans certaines familles, qui comptaient souvent entre 6 et 10 enfants, chaque frère ou sœur se voyait confier une charge adaptée à sa force. Les plus grands portaient les lourdes bassines, tandis que les plus petits se contentaient de pots ou de seaux plus modestes. L'amour et l'éducation ne se transmettent pas seulement dans les livres ou les mots tendres. Parfois, ils s'apprennent dans l'effort, dans la sueur, dans l'attente, dans la douleur aussi. Francky et Joseph Alfonso étaient encore enfants quand La Fontaine fit d'eux ses élèves les plus fidèles. Francky avait à peine 6 ans, Joseph 8, mais déjà ils portaient sur leurs petites épaules des seaux plus grands qu'eux. Leurs bras tremblaient, leurs pas chancelaient, et souvent l'eau débordait, inondant leurs vêtements usés. Mais ils marchaient, toujours, car leur mère leur répétait « Sans eau, la maison se meurt, et sans effort, l'homme s'éteint ». Les deux frères ne comprenaient pas encore toute la portée de ces mots. Ils obéissaient simplement, parce que leur mère l'ordonnait. Mais dans le silence des files d'attente, dans le froissement des habits et les éclats de voix des voisins, ils apprenaient. Ils apprenaient la patience quand les autres les bousculaient. Ils apprenaient la solidarité quand un seau renversé devait être rempli à nouveau. Ils apprenaient la dignité quand bien même les moqueries fusaient. « Eh, regardez les Alfonso, toujours à la fontaine. Vous ne connaissez que ça, vous. » Joseph, l'aîné, serrait les dents. Il avait déjà cette façon de se tenir droit, de ne pas répondre aux insultes, mais de les avaler comme on avale une gorgée d'eau amère. Francky, lui, plus sensible, pleurait parfois en silence. Alors Joseph posait une main sur son épaule et murmurait « Laisse-les parler. Un jour, on verra. » À l'école, les frères retrouvaient souvent les mêmes visages. La maîtresse, Madame Cupit, était sévère, parfois cassante. Elle ne supportait ni bavardage, ni retard, ni paresse. Beaucoup d'enfants la craignaient, certains la détestaient. Mais Francky et Joseph sentaient, derrière ces airs durs, une exigence qui leur donnait envie de faire mieux. Elle répétait « Les mots sont des clés. Avec eux, on ouvre toutes les portes. » Les soirs, à la lumière vacillante d'une bougie, les frères récitaient leurs leçons à voix basse, partageant un même cahier, un même crayon, comme on partage un secret précieux. Leur mère, épuisée par ces journées, les observait discrètement. Ses mains calleuses reposaient sur ses genoux, et dans son regard fatigué brillait une fierté muette. Elle savait qu'elle n'avait pas grand-chose à leur donner, si ce n'est ce feu-là. L'amour dur et parfois rugueux d'une mère qui veut la survie et la dignité de ses enfants. Les années passaient, et la fontaine restait le centre de leur existence. Elle était témoin de leurs petites disputes fraternelles, de leurs éclats de rire aussi. Parfois, quand la lune éclairait l'eau immobile, Francky croyait entendre un murmure, comme si la fontaine elle-même leur parlait. « Patience, mes enfants. Un jour, vos seaux vides se rempliront autrement. » Mais la vie n'épargne pas les cœurs jeunes. Les moqueries des camarades grandissaient avec eux.
À quoi ça sert d'aller à l'école? Vous finirez comme tout le monde, à travailler au marché ou dans une exploitation de bananes. Les Alfonso n'avaient pas d'habits neufs, pas de jouets. Ils avaient des corvées, des leçons et des rêves invisibles. Mais c'est justement dans ces manques que naissait leur force. Un matin, alors que le soleil brûlait déjà les pierres, Joseph, adolescent, s'avança dans la file quand une dispute éclata. Deux garçons se battaient pour passer devant. Les cris montèrent, les coups aussi. Joseph s'interposa. Il n'avait ni la force, ni la taille, mais il avait la voix. « Stop !» cria-t-il. « L'eau est pour tout le monde. Si on se bat, personne ne boira. » Son autorité surprit. Les bagarreurs se figèrent, les regards se baissèrent. Ce jour-là, Joseph découvrit qu'il pouvait apaiser, convaincre, guider. Francky, lui, commençait à rêver. Pas de grandeur ou de richesse, mais d'un avenir plus doux. Dans ses cahiers, il dessinait des plantes, des fioles, des petites boutiques. Un jour, j'aurai un lieu où les gens viendront se soigner. On ne souffrira plus en silence. Joseph l'écoutait et souriait. Moi, je veux que les enfants n'aient plus à porter d'eau, que l'eau vienne à eux. Leurs rêves semblaient fous dans ce quartier oublié. Mais chaque mot appris, chaque exercice corrigé, chaque page lue à la bougie était une marche gravie. Puis vint l'adolescence avec ses tempêtes. La sécheresse frappa l'île. La fontaine, affaiblie, donnait moins d'eau. Les fils s'allongeaient encore. Les disputes devenaient violentes. Les Alfonso se levaient parfois en pleine nuit pour espérer remplir un demi-seau. Leurs bras tremblaient, leurs lèvres se fendaient de soif, mais ils persistaient. Dans cette épreuve, ils apprirent une leçon indélébile. Même quand la source se tarit, il faut garder foi que l'eau reviendra. Ce fut aussi l'époque des examens. Le quartier tout entier retenait son souffle. Réussir signifiait continuer les études, échapper à la fatalité. Quand les résultats tombèrent, la voix du directeur résonna. Joseph Alfonso, Francky Alfonso. Ils avaient réussi. Leur mère éclata en larmes, les serrant si fort que ses bras semblaient vouloir les protéger de tout l'avenir. Madame Cupid, derrière ses lunettes, esquissa un sourire discret. Elle savait que ces deux enfants-là portaient une lumière que rien ne pourrait éteindre. Et tandis que la fontaine coulait toujours, indifférente, Joseph et Francky levaient déjà les yeux plus loin. Ils savaient qu'ils n'avaient pas encore gagné, mais ils avaient franchi le premier seuil. L'eau qu'ils avaient puisée 1000 fois dans leur seau n'était plus seulement un fardeau. Elle était devenue symbole de patience, de persévérance, de dignité. L'éducation est un chemin semé de fatigue et de larmes. Mais chaque goutte de sueur versée devient une perle de sagesse. Et dans le silence d'un soir chaud, les deux frères s'assirent au bord de la fontaine. Leurs pieds trempaient dans l'eau tiède. Et Joseph dit à Francky, « Tu verras, frère, un jour, cette fontaine ne sera plus nécessaire. Et ce jour-là, ce sera notre victoire. » La lune, reflétée dans l'eau claire, semblait leur promettre que ce rêve n'était pas si fou. Les années s'étiraient comme les fils d'une corde usée, tendus entre la fatigue du quotidien et l'espérance d'un avenir plus grand. Francky et Joseph, désormais adolescents, n'étaient plus les petits garçons timides qui chancelaient sous le poids des seaux. Leurs bras s'étaient endurcis, leurs regards s'étaient affirmés, et dans leur cœur brûlait une conviction nouvelle. Leur vie ne se limiterait pas à la file de la fontaine. Le quartier, lui, n'avait pas changé. Les maisons de bois et de tôle, les rues poussiéreuses, les cris des vendeuses de fruits au petit matin.
Tout semblait figé dans le temps, comme si rien ne pouvait briser ce cycle immuable de corvées et de privations. Mais en vérité, quelque chose commençait à bouger. Les frères Alfonso n'étaient pas les seuls à rêver. Une génération entière, née dans la contrainte, commençait à vouloir autre chose. Joseph, de plus en plus, devenait un porte-parole. À l'école, ses camarades le respectaient, même ceux qui autrefois le raillaient. Il n'était pas le plus fort, ni le plus riche, mais il savait écouter, et surtout, il savait parler. Ses mots avaient la force de l'eau qui s'infiltre dans la pierre. Il finissait toujours par laisser une marque. Un jour, alors que la maîtresse, Madame Cupid, un texte sur les pays riches, Joseph osa lever la main. « Madame, pourquoi certains pays ont de l'eau partout, et pas nous? Pourquoi doit-on toujours porter des seaux ?» Le silence tomba sur la classe. Les enfants se figèrent, attendant la réaction. Madame Cupid fronça les sourcils, mais son regard trahit une pointe de tendresse. « Parce que les choses ne changent pas toutes seules, Joseph, » répondit-elle. « Ce sont les hommes qui les font changer. Ceux qui croient, ceux qui travaillent, ceux qui osent. Peut-être, un jour, ce sera toi. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit comme une flamme. Ce fut la première fois que quelqu'un lui suggéra qu'il pouvait être l'acteur d'un changement plus grand que lui-même, et cette idée ne le quitta plus. Francky, lui, trouvait sa voie ailleurs. Dans une petite boutique de quartier, un vieux pharmacien acceptait parfois de lui montrer ses fioles, ses plantes, ses remèdes. Fasciné, le jeune garçon notait chaque nom, chaque dosage. Là où Joseph rêvait de politique, Francky rêvait de soigner. Mais leur chemin, bien que différent, se nourrissait du même terreau, le désir de servir les autres, de transformer la misère en dignité. Pourtant, la réalité restait dure. Les réveils avant l'aube, les longues files, les seaux trop lourds, les moqueries toujours présentes. Certains soirs, Francky s'effondrait, épuisé, et Joseph l'aidait à se relever. D'autres fois, c'était Joseph qui doutait, et Francky lui rappelait leurs rêves au bord de la fontaine. « Tu te souviens, frère, tu as dit qu'un jour, on n'aurait plus besoin de venir ici. Moi, je veux y croire. » Puis vint le temps des grands examens. Dans ce quartier où peu d'enfants parvenaient à franchir les portes du lycée, les Alfonso étaient perçus comme des exceptions. Le jour des résultats, toute la famille se pressa dans la cour de l'école. Leur mère, le visage trempé de sueur et d'angoisse, serrait ses mains comme on serre une prière. Quand la directrice lut les noms Joseph Alfonso, puis Francky Alfonso, un cri de joie jaillit de ses lèvres, mêlé de sanglots. Elle embrassa ses fils, répétant « Vous êtes ma fierté, vous êtes ma force. » À partir de ce jour, les frères entrèrent dans un autre monde. Le lycée, en ville, avec ses grands bâtiments et ses élèves venus de familles plus riches, plus instruites. Là-bas, ils découvrirent l'injustice sous une autre forme, celle des regards condescendants, des sourires moqueurs devant leurs habits modestes. Mais là encore, ils tinrent bon. Car au fond de leurs poches vides, ils portaient des trésors invisibles. Le courage, la patience, la solidarité. Joseph brillait dans les débats, s'impliquait dans les associations étudiantes, prenait la parole pour défendre les plus timides. Francky, discret, excellait dans les sciences et se passionnait pour la biologie et la chimie. Les deux frères, chacun à leur manière, bâtissaient des fondations solides pour l'avenir. Mais au quartier, rien ne changeait. Chaque vacances scolaires les ramenait à la fontaine, à la corvée d'eau, aux disputes des fils,
La fontaine était toujours là, indifférente, et pourtant essentielle. Parfois, Joseph la fixait longuement, comme on fixe un vieil ennemi qu'on n'a pas encore vaincu. Un soir d'été, alors que la lune baignait la place d'une lueur argentée, Joseph confia à Francky: « Frère, je crois que mon chemin est clair. Je veux devenir un homme qui décide. Pas seulement pour moi, mais pour tous. Je veux que les enfants qui naîtront demain n'aient plus à porter d'eau comme nous. » Francky resta silencieux un instant, puis répondit doucement: « Et moi, je veux être celui qui leur donnera la santé. Toi, tu feras couler l'eau dans les maisons. Moi, je remplirai leurs fioles de remèdes. Et ensemble, on donnera à ce quartier ce qu'il mérite. » Leur voix résonnait dans la nuit chaude, et la fontaine, comme une vieille confidente, semblait écouter leurs serments. Le temps fila. Les frères réussirent leurs études, au prix d'efforts surhumains. Francky entra en faculté de pharmacie. Joseph, lui, suivit sa formation pour devenir architecte. Ils s'éloignèrent géographiquement, mais leur lien resta intact. Chaque lettre qu'ils s'envoyaient commençait toujours par la même phrase. « Tu te souviens de la fontaine ?» Elle était leur racine, leur point d'ancrage, mais aussi leur moteur. Lorsque Joseph devint architecte et commença à s'impliquer dans la vie publique, certains se moquèrent de lui. Un garçon du quartier, un fils de pauvre, il ne changera rien. Mais Joseph ne répondit pas. Comme autrefois, il avalait les moqueries et les transformait en détermination. Ses discours, empreints de sincérité, touchaient les cœurs. Il parlait des injustices qu'il avait vécues, de la dignité qu'il avait apprise en portant des seaux à l'aube, et peu à peu, les gens l'écoutèrent. Chaque fois qu'il prenait la parole, Joseph évoquait le passé. Non pas pour se plaindre, mais pour rappeler. « Souvenez-vous, disait-il, de ces files interminables à la fontaine. Souvenez-vous de la fatigue de nos mères, des pleurs de nos enfants. Aujourd'hui, l'eau coule dans nos maisons. Mais ne croyons pas que tout est gagné. La dignité, elle, se construit chaque jour. » Ces mots, simples et vrais, touchaient ceux qui l'écoutaient. Car Joseph ne parlait pas en politicien, mais en frère, en fils, en voisin. Francky, de son côté, ouvrit sa pharmacie dans une petite rue. Elle n'était pas grande, mais elle brillait de chaleur humaine. Les habitants venaient y chercher des médicaments, oui, mais aussi une oreille attentive. Francky connaissait chaque visage, chaque histoire. Il se souvenait des veuves, des enfants malades, des vieux travailleurs usés par leurs métiers ingrats. À chacun, il offrait plus qu'un remède. Il offrait une présence. On disait de lui, chez Alfonso le cadet, on ne guérit pas seulement le corps, on guérit aussi l'âme. Et chaque soir, quand ils se retrouvaient, Joseph et Francky échangeaient leurs journées comme deux ruisseaux se rejoignent pour nourrir la même rivière. Joseph parlait des projets de loi, des résistances, des compromis difficiles. Francky racontait les confidences de ses patients, les petites victoires contre la douleur. Et ensemble, ils se rappelaient d'où ils venaient. La fontaine, bien qu'absente, hantait leur mémoire comme une vieille mélodie. Un soir d'automne, Joseph rentra tard, épuisé par une longue réunion. Il trouva Francky assis devant la pharmacie, regardant les enfants jouer dans la rue éclairée par un lampadaire vacillant. Les rires fusaient, libres, insouciants. Joseph s'assit à côté de lui. « Tu vois, » dit Francky, « ces enfants-là ne sauront jamais ce que c'est que de faire la queue à la fontaine. »« Et c'est tant mieux, » répondit Joseph, « c'est pour eux que nous avons souffert. » Puis, après un silence, il ajouta
Mais parfois, je me demande, sauront-ils au moins d'où vient leur liberté? Sauront-ils que chaque goutte d'eau qu'ils ouvrent au robinet porte en elle la sueur de nos mères et les rêves de nos pères? Francky soupira doucement. Peut-être pas. Mais si nous leur transmettons l'amour, la sagesse et la mémoire, alors l'eau ne sera pas qu'un confort. Elle sera une leçon. Leurs regards se croisèrent, complices. Ils savaient que leur tâche n'était pas seulement de donner, mais d'enseigner. Car sans transmission, la victoire se perd. Les années défilèrent. Joseph gravissait les échelons, élu conseiller. Sa voix portait désormais au-delà du quartier, au-delà de la ville, jusque dans les assemblées où l'on dessinait l'avenir de l'île. Il parlait toujours avec les mêmes images, les seaux trop lourds, les fils interminables, la dignité conquise goutte après goutte. Et plus il parlait, plus il inspirait. On le surnomma bientôt l'homme de la fontaine, comme si toute sa légitimité venait de ce lieu disparu. Francky, lui, voyait sa pharmacie prospérer. Mais jamais il ne perdit sa simplicité. Il refusait parfois d'être payé par les familles pauvres. Il organisait des ateliers pour apprendre aux enfants à reconnaître les plantes médicinales, à soigner les petites blessures, à respecter leur corps. Pour lui, la médecine n'était pas une affaire de commerce, mais de partage. Un jour, Joseph vint le voir avec un sourire fatigué. Francky sourit. « Tu continues ton combat, même loin de notre quartier. »« Oui, parce que je n'ai jamais oublié. Parce que je sais que là-bas, d'autres enfants vivent encore ce que nous avons vécu. Et je ne peux pas fermer les yeux. » Francky posa une main sur son épaule. « Et moi, je ne peux pas fermer les yeux sur ceux qui souffrent encore ici. Alors, chacun son rôle. Toi, tu changes les lois. Moi, je soigne les vies. » Ils rirent, mais dans ce rire résonnait une vérité profonde. L'un ne pouvait exister sans l'autre. Mais dans la lumière de leur succès se cachait encore une ombre, l'oubli. Car plus le temps passait, plus la nouvelle génération ignorait la dureté du passé. Les enfants riaient en ouvrant leur robinet, sans savoir que ce geste simple était un privilège chèrement conquis. Certains jeunes se moquaient même des anciens qui parlaient toujours de la fontaine, comme si c'était une légende poussiéreuse, sans importance. Cela peinait Joseph et Francky, car ils savaient que sans mémoire, les cœurs s'appauvrissent. Les années s'étaient écoulées comme l'eau d'une rivière qui ne s'arrête jamais. Le quartier, jadis marqué par la file interminable de la fontaine, avait grandi, s'était embelli. Les murs repeints, les ruelles couvertes de bitume, les écoles fleuries d'enfants en uniformes colorés, tout respirait une nouvelle ère. Mais au fond des mémoires, la fontaine restait un souvenir fragile, presque effacé. Joseph, désormais homme mûr, portait dans ses yeux les traces de longues luttes politiques. Ses cheveux s'étaient parsemés de gris, mais son regard conservait la même flamme qu'au temps où il rêvait, adolescent, de changer le monde. Francky, lui, avait quelques rides profondes, celles que l'on gagne à force de sourire, de tendre une oreille, de consoler. Sa pharmacie était devenue une institution, un lieu où l'on se rendait autant pour acheter un médicament que pour recevoir une parole bienveillante. Éduquer un enfant, ce n'est pas seulement lui donner ce qu'il n'a pas, c'est lui montrer d'où viennent les dons qu'il reçoit. Joseph et Francky avaient compris que l'eau dans les robinets n'était pas une fin, mais un commencement. Le véritable héritage qu'ils laissaient n'était pas une loi, ni une pharmacie, mais une sagesse, celle que chaque geste d'amour, même minuscule, nourrit les générations à venir. Les saisons passèrent encore.
Joseph continua son œuvre politique, défendant les oubliés, se battant pour la justice. Frankie, toujours fidèle à son comptoir, accueillait les malades avec la même tendresse. Mais peu à peu, tous deux comprirent que le plus beau de leur combat ne se jouait plus dans les assemblées, ni dans les officines, mais dans les regards émerveillés des enfants. Car c'était à eux, désormais, de reprendre le flambeau. Un soir, alors que le soleil couchant embrasait le jardin de la mémoire, Joseph et Frankie s'assirent côte à côte, comme ils l'avaient fait tant de fois dans leur jeunesse. Leurs cheveux gris brillaient à la lumière dorée. Autour d'eux, des familles se promenaient, des rires s'élevaient. Joseph murmura « Tu te rends compte, Frankie? La fontaine a disparu depuis des décennies. Et pourtant, elle coule encore. Ici. » Il pose une main sur sa poitrine. Frankie acquiesça. « Oui, parce qu'une fontaine d'amour ne s'assèche jamais. Elle trouve toujours un chemin pour jaillir à travers les cœurs. La véritable richesse n'est pas d'avoir de l'eau dans sa maison, mais de savoir d'où vient cette eau. Ce n'est pas d'ouvrir un robinet sans effort, mais de comprendre que derrière chaque goutte se cache une chaîne d'amour et de courage. Éduquer, c'est transmettre cette vérité. Et aimer, c'est veiller à ce qu'elle ne s'éteigne jamais. Car les maisons s'élèvent, les fontaines disparaissent, mais l'amour et la sagesse sont les seules sources qui ne tarissent pas. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.